l'islamophobie est une haine, est un racisme, est une xénophobie, une exclusion vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un groupe de personnes, vis-à-vis d'une institution, vis-à-vis d'un bâtiment que l'on pense être, ou que l'on définit être musulman. Alors ce comportement humain, ce comportement institutionnel, est-ce qu'il est propre à l'islamophobie? Nous avons demandé à Stéphanie Le Sen, qui est coordinatrice de formation au CJ, qui est une grande organisation plutôt européenne, plutôt internationale, mais avec qui on collabore dans énormément de projets. On leur a demandé finalement, ce qui est bizarre, c'est que la première fois où j'ai, moi, suivi une formation sur l'islamophobie, c'était donné par mon amie Stéphanie qui travaillait sur l'antisémitisme aussi. Okay. Donc c'est quand même incroyable que des modules comme ça qui existent depuis très longtemps ne sont pas popularisés auprès des institutions, auprès des organisations. Et on lui a demandé de nous parler un peu de la pyramide de la haine pour voir si l'islamophobie était un comportement spécifique ou si c'était un comportement universel quand on veut exprimer de la haine, du racisme, du rejet, de la xénophobie par rapport à un groupe qu'on a ciblé. Stéphanie ? Bonjour à toutes et à tous. Le CJ remercie infiniment le CCB pour cette invitation à venir vous présenter donc la pyramide de la haine aujourd'hui. Savoir parler en public est un métier, vous allez vite comprendre que ce n'est pas le mien. Donc, alors le CJ travaille depuis plus de 25 ans à la lutte contre les discriminations, l'antisémitisme, l'islamophobie, qu'on appelle islamophobie, l'homophobie, la romaphobie, la phobie des Roms. Et on forme principalement des enseignants et des travailleurs sociaux. Donc, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre les discours de haine également. Malheureusement, on se rend compte depuis quelques années qu'il y a une sorte de banalisation de ces discours-là, même chez les enseignants, ce qui est pour nous un signal très très inquiétant. Les enseignants se laissent parfois emporter par des sorties légèrement islamophobes, légèrement antisémites. Alors l'actualité nous rappelle, pas plus tard que la semaine dernière, que le racisme est toujours bien vivant en Belgique, qu'il n'a pas disparu, qu'il n'était pas mort. On aurait pu aussi parler de l'agression de ce jeune noir en Flandre, fin août. On aurait pu également parler de l'agression de cette jeune musulmane, début juillet, à Anderlucht. Il ne faut cependant pas se méprendre. Les agressions ne concernent pas uniquement les communautés touchées. Ça ne concerne pas uniquement la communauté noire. Ça ne concerne pas uniquement la communauté musulmane. Ça concerne la Belgique, la société belge, parce que ça fait vaciller en fait son socle. Ça fait vaciller ses fondements. Alors, comment expliquer cette impression de cette société belge endormie et qui, tout d'un coup, la semaine dernière, s'est réveillée et s'est dit « Ah oui, on a quand même un problème avec le racisme ». Surtout après avoir entendu la vidéo qui est devenue virale, la vidéo de Cécile Djouna, très courageuse. Alors, que peut-on faire en tant qu'organisation de la société civile? Que peut-on faire en tant que syndicat? Que peut-on faire en tant que politicien pour faire reculer ces incidents, pour faire reculer les agressions racistes? Alors je suis là, comme Moustapha vous l'a dit, pour vous présenter un outil avec lequel le CJ travaille depuis plus de 20 ans et qu'on appelle la pyramide de la haine. On aurait aimé que cet outil soit utilisé très brièvement. Malheureusement, 20 ans après, il est toujours très utilisé. On l'utilise dans toutes nos formations, quelle que soit la thématique. Pour résumer un peu en fin de formation et faire prendre conscience aux enseignants que
il faut faire attention à ce qui se passe quotidiennement. Alors, c'est un modèle évidemment conceptuel qui nous permet d'identifier comment s'appliquent toutes les formes de haine et également comment un certain environnement social leur permet de se développer. Alors, à votre avis, quelle est la première base des discriminations? Qu'est-ce qu'on a tous, toutes et tous, quand on parle de discrimination? On a des stéréotypes. Même si on se dit très ouvert, même si on se dit très tolérant, on a tous des stéréotypes. Alors les stéréotypes se manifestent de plusieurs façons, par des blagues, sauf que si les blagues sont répétées, si les blagues, une fois, deux fois, ça va, mais si c'est tous les jours, si elles sont offensantes, bien évidemment que ça fait de la peine. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Les rumeurs. Les rumeurs qui prennent vie très très rapidement, et même si on les démonte, même si on les dénonce, ça laisse toujours un peu de suspicion. La non-remise en question d'informations négatives. Oh, on a dit ça, on n'a pas voulu faire nos devoirs jusqu'au bout. Ouais, c'est pas très grave. Justifier les préjugés en associant les comportements d'une personne à tout un groupe. Ah, ben je connais un Rome, il est voleur. Tous les Roms sont des voleurs. Vous savez ça? On peut remplacer Rome par toutes sortes d'adjectifs. Hein. La deuxième étape, après les stéréotypes, donc qui est une idée qui concerne un groupe, le préjugé. Le préjugé, c'est un sentiment. Et comme son nom l'indique, on préjuge. Donc on se fait une idée toute faite d'une personne et on colle cette personne tout ce que porte la communauté. Alors, que trouve-t-on dans les préjugés? Les insultes, quand on tourne une communauté, une personne en ridicule, quand on imite une fête et qu'on ridiculise les gens qui pratiquent cette fête, quand on déshumanise, quand on se sert de bouc émissaire pour justifier nos comportements. Alors en ce moment, c'est plutôt intéressant. Le concept de bouc émissaire s'applique à plusieurs communautés. Ça peut être les juifs, ça peut être les musulmans, ça peut être les roms. La troisième étape, c'est quand il y a une action qui est mise en place. Ah, pardon, évitement social aussi, quand on n'est pas socialement identique. Il y a aussi l'exclusion sociale, quand on ne correspond pas à la norme. Donc la norme, si on s'en éloigne, en Belgique par exemple, de la norme blanche, de la norme hétérocentrée, valide, neurotypique, eh bien, on a plus de chances d'être marginalisé. Donc la troisième étape, quand il y a une action mise en place, c'est les discriminations. Discrimination sur le plan de l'éducation, et ça, lisez le rapport du CCIB. Lisez aussi le rapport sur l'éducation de UNIA 2018, avec des éléments très importants et qui permettent de comprendre comment des parents contactent UNIA en cas de discrimination. L'emploi, parce qu'on n'a pas le bon nom de famille, parce qu'on n'habite pas la bonne commune. Le harcèlement. La quatrième étape de cette pyramide de la haine, donc vous avez bien compris, plus on monte, plus c'est grave. Ah, le logement aussi, pardon. C'est la violence. Alors la violence contre la propriété,
Donc, par exemple, comme il s'est passé il n'y a pas très longtemps à Louvain, des tags sur la mosquée de Louvain, des tags racistes. Donc là, c'est des violences faites contre des bâtiments, profanation de cimetières aussi, et la violence contre les personnes. Donc des menaces, des agressions, des assassinats, comme ce jeune Ihsan Jarfi en avril 2012, assassiné parce que homosexuel. Terrorisme aussi rentre dans cette case de violence. Donc si on s'arrête à la Belgique, ça peut être les attentats du métro et de l'aéroport de Bruxelles. Ça peut être aussi le musée juif en 2014. À votre avis, quelle est la dernière pointe de la pyramide? Je crois que je l'ai entendu. Génocide, oui. Extermination délibérée de tout un peuple. Alors on n'est pas expert, on n'est pas non plus juriste, donc on peut s'éloigner un peu de la définition de l'ONU et faire rentrer dedans le massacre des hommes bosniaques musulmans en 1995 en Bosnie-Herzégovine, ce qui s'est passé au Cambodge et ce qui se passe aussi maintenant avec la minorité Rohingya en Birmanie et maintenant au Bangladesh, parce qu'ils sont obligés de fuir. Alors quand on voit cette pyramide, quand on la présente aux enseignants, ils disent « ouais, c'est un peu gros quand même, hein, on n'arrive pas comme ça à ça aussi facilement ». Ça peut paraître un peu probable que d'une blague, on arrive à un génocide. Alors je suis historienne de formation, et quand on regarde par exemple le génocide juif ou le génocide au Rwanda, les deux génocides que j'ai le plus étudiés, oui, complètement. Complètement. Oui, oui. Mais je disais que c'est les deux génocides que j'ai le plus étudiés, celui des Juifs et celui du Rwanda. Ils ont tous suivi la pyramide de la haine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen quand on voit ça? Eh bien, on peut déjà se concentrer sur les deux premières étapes, à savoir stéréotypes et préjugés. Et donc, on peut décider de ne pas laisser passer une blague. On peut décider aussi de ne pas laisser passer une rumeur ou une insulte. Et on peut aussi fournir une information correcte, vérifiée, surtout quand on est enseignant. Alors, avant de clôturer, j'aimerais terminer sur une note un peu plus positive et vous présenter très brièvement. J'ai encore le temps ou pas? Ah, ok, merci. Une autre pyramide. Alors, je ne suis pas égyptologue, hein, je ne joue pas un culte aux pyramides, mais bon, on explique pas mal de choses avec les pyramides. La pyramide de l'Alliance. Elle insiste, cette pyramide, sur le fait qu'on peut choisir de nous allier avec d'autres pour atteindre nos objectifs, pour être plus fort, pour être plus entendu. Et donc, elle est très basique. Qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour, tous les jours en se réveillant le matin? Eh bien, par exemple, on peut intervenir quand on entend un mot blessant, une blague, pas si drôle que ça. On peut aussi également offrir son soutien à une personne en difficulté, dans le bus, dans le métro. Il y a quelques années, 2 ans, il y avait une campagne anglaise avec une épingle à nourrice qu'il fallait mettre sur son manteau. Et si une victime, dans un transport en commun, voyait l'épingle à nourrice, elle pouvait venir vers nous. Et donc, c'était une sorte de langage comme ça de « je vais hold your back », je vais être derrière toi. De manière hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut décider de faire? On peut prendre l'initiative d'apprendre sur la culture des autres. On peut aussi travailler activement à élargir notre champ de vision, sortir un peu de notre zone de confort. On peut élargir notre perception de l'autre et contrôler notre comportement envers lui.
Si on travaille dans un groupe monoculturel, mais ce qui, à mon avis, est très peu probable à Bruxelles, on peut essayer de promouvoir la compréhension des autres communautés. On peut écrire des lettres aux éditeurs responsables de propos discriminants dans leurs journaux. C'est un des passe-temps favoris. On a les passe-temps qu'on peut, c'est un des miens. On peut aussi inviter une personne qui mange seule à rejoindre notre table. De manière un peu plus occasionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer des actions collectives, comme celle-ci, celle qui nous réunit aujourd'hui. Au-delà de notre culture, au-delà de notre religion, afin de faire bouger la société. On peut partager le pouvoir dans nos organisations. On peut soutenir explicitement des personnes ciblées par les injustices. On peut être conscient du problème des autres personnes et des groupes qui sont réduits au silence et parler pour eux. On peut voir et comprendre les besoins d'un changement systémique. On peut aussi prendre le risque de croire dans la possibilité de changer et de prendre le risque de faire confiance. Merci infiniment pour votre écoute. Et Bruxelles doit être un phare dans cette Europe qui s'assombrit tous les jours de plus en plus. Merci beaucoup.